Donc, je vous propose qu'on attaque ce webinaire qui est dédié à la formation professionnelle dans l'industrie. Je vous prie d'excuser un peu ma voix, je sors d'un rhume, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Euh, alors, pour commencer, donc je vous remercierai de couper votre micro pour éviter les effets Larsen. N'hésitez pas à poser vos questions en écrivant directement dans l'espace de conversation de Teams ou vous pouvez prendre la parole lors des temps d'échange. Je pense qu'entre chaque intervention, on laissera un temps pour chacun pour poser ses questions. Alors à ce moment-là, vous pouvez activer votre caméra, votre micro. On essaye de faire un webinaire très concret et très interactif, c'est l'idée, hein. Et enfin, le webinaire va être enregistré, donc le replay ainsi que le support PDF vous seront envoyés par email. Donc bonjour à tous, moi je suis Camille Tréhin, donc je suis chargée de projet communication au sein du pôle de compétitivité d'Herbie, mais aussi référente d'un groupe de travail qu'on a appelé Cercle stratégique de filière formation emploi compétences. Donc je vous en parlerai juste après rapidement. Donc, le pôle de compétitivité d'Herbie, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est dédié à la transition énergétique en Occitanie. Donc, on est labellisé par l'État, financé par la région et par nos adhérents pour favoriser donc l'émergence des filières des énergies renouvelables en Occitanie. Donc, parmi nos membres, on va compter des entreprises, de la start-up au grand groupe, des centres de formation, des organismes de recherche, mais aussi des collectivités territoriales. Et tout ça dans le but donc d'accélérer l'émergence et la mise sur le marché de produits et services innovants dans les filières des énergies renouvelables, mais aussi maintenant pour accompagner tous les acteurs donc de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire du développement de l'innovation jusqu'à son industrialisation. Donc c'est dans ce cadre-là en fait où on va accompagner les acteurs des énergies renouvelables, on va retrouver en fait ce côté pousser l'emploi et la formation. Donc, on a pensé ce webinaire avec le pôle formation de l'UMM Occitanie pour essayer de faire connaître en fait les formations qui existent déjà en Occitanie. Et après, dans le cadre du cercle formation emploi compétences, d'essayer pourquoi pas de développer de nouvelles actions en fonction des besoins immédiats. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de vous présenter de façon très concrète ce qui peut se faire en Occitanie, parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. L'idée, c'est de mutualiser en fait la connaissance sur ce sujet. Donc voilà, nous, notre siège social est à Perpignan. On a des antennes, une antenne à Montpellier, une antenne à Toulouse. Donc vous aurez le slide, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations sur ce sujet. Et je laisse la parole à Claude Debise. Merci Camille pour cette introduction. Donc, bonjour à toutes et tous, je vous remercie de votre présence et j'espère que ce court webinaire vous permettra d'initier quelques pistes de progrès parce que pour nous c'est important de montrer ce que nous sommes en capacité de faire avec nos partenaires. On va recueillir donc le témoignage de 4 structures de tailles différentes avec des besoins différents, mais toujours avec le même souci, celui d'identifier des solutions opérationnelles, et ça c'est un terme sur lequel j'insiste. L'idée c'est de porter à votre connaissance donc des solutions qui vous permettent de pouvoir modifier d'ores et déjà vous apporter des solutions pour des besoins en formation, soit de recrutement ou de montée en compétences. Alors d'abord, je vais vous présenter très rapidement l'AFP Occitanie et son appartenance au réseau des UMM, qui est un réseau composé de 30 pôles formation répartis sur l'entièreté du territoire national. L'AFP Occitanie est une des marques commerciales de l'entité pôle formation de l'UMM Occitanie, parce que souvent, on ne sait pas trop comment nous situer dans la galaxie UMM. Et c'est important que vous puissiez le savoir. Et l'UMM, donc, c'est l'organisme de branche de la métallurgie. L'UMM, c'est une organisation professionnelle qui possède d'efficaces outils dédiés au service des entreprises dans 3 domaines, le juridique, le conseil et la formation. 2 structures sont dédiées à la formation, le CFILR, qui promeut la formation par la voie de l'alternance et de l'insertion, du CAP au diplôme d'ingénieur, et l'AFP Occitanie, qui est en charge la formation continue. L'AFP Occitanie possède 4 représentations sur le territoire de l'Occitanie. On est présent à Bayard, on est présent à Toulouse, on est présent à Figeac et on est présent à l'Aude-à-l'Ardoise. Tous ces centres sont conçus pour dispenser des formations professionnelles et industrielles. L'équipe est composée d'une dizaine de salariés répartis sur le territoire Occitanie avec pour chacune et chacun d'entre eux une expertise reconnue. Nous dispensons des solutions en inter ou en intra dans principalement 7 domaines de compétences. Les techniques industrielles, l'organisation industrielle, le top management, le management opérationnel, les fonctions support, l'industrie du futur et le dernier domaine qualité, sécurité, environnement, soit un portefeuille contenant plus ou moins 70 actions de formation. Et à ce titre, je vous invite
à vous rapprocher de nous pour prendre connaissance de nos calendriers, de nos propositions en interne. D'ailleurs, je vous donnerai des exemples d'actions de formation lors de cet échange si vous souhaitez. Voilà pour notre présentation. Je finirai celle-ci en vous rappelant qu'il est important que vous puissiez voir en AFPI Occitanie un partenaire réactif et agile, de par notre structure, notre présence territoriale. C'est une structure qui vous est dédiée et que, quelle que soit votre problématique, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et si parfois, comme ça arrive avec certaines entreprises, et j'aurai quelques exemples, on n'est pas en capacité de vous donner une réponse qualifiée, sachez qu'à travers notre réseau, on en cherchera une et on saura vous orienter. Voilà. Il est important pour nous d'apporter une réponse, fût-elle positive ou négative, mais nous, on apporte toujours une réponse et dans des délais assez courts. Voilà. Donc, je vous remercie de l'attention, puis j'espère que vous aurez plein de questions et vous verrez que ces témoignages sont assez pertinents et très, très intéressants. Camille. Donc, Bosch, situé à Rodez. Pour moi, c'était un témoignage qu'il me fallait absolument porter à votre connaissance. Céleste, c'est vrai que n'a eu de cesse de m'entendre dire ce qui est fait depuis une dizaine d'années chez Bosch, c'est quand même costaud, quoi. J'ai pas d'exemple à l'identique sur le territoire Occitanie, le fait d'accompagner une montée en compétences sur des cohortes de salariés toutes les années. Comme quoi, c'est possible et quand on veut, on peut. Céleste, je vous laisse prendre la parole. Merci Claude pour l'introduction. Donc, je suis Céleste Évrard, je suis la responsable formation du groupe Bosch depuis 2022. Enfin, pas du groupe Bosch, pardon, de l'usine Bosch à Rodez. Et je suis accompagnée par Alicia Malric, qui Bonjour m'accompagne sur Alicia. la Je l'ai pas formation, dit. Bonjour. Gestionnaire formation depuis plus longtemps que moi. Euh, alors, chez Bosch, effectivement, ça fait une dizaine d'années qu'on fonctionne par parcours qualifiant. En fait, c'était pour répondre à une problématique quand mon responsable RH actuel est arrivé sur le site, est arrivé en poste, il s'est rendu compte que quand il y avait des promotions, mais en fait, on n'avait pas de parcours de formation spécifique, on n'avait pas de standard et c'était un petit peu à la tête du client ou à la suite d'entretiens professionnels. On faisait voilà, des petites formations de temps en temps, mais il n'y avait pas de standard. Et donc, il y avait, c'est pas des inéquités, mais disons qu'il y avait pas vraiment une harmonisation des compétences. Sur un poste égal, on pouvait avoir des compétences vraiment différentes. Donc, on a décidé de fonctionner donc pour chaque promotion, chaque changement de poste, que nos collaborateurs suivent des parcours de formation standards en fonction de leur emploi. Quand il y a un parcours de formation qui existe, un parcours certifiant, spécifiquement des CQPM, on propose d'office le CQPM. Mais parfois, il n'y avait pas de CQPM qui existait, en tout cas qui correspondait au poste visé. Et donc, on a créé, ça c'est un petit peu plus récent, je crois que c'est depuis 2018, on a créé ce qu'on a appelé nos parcours soft. Donc, nos parcours soft, ce sont des parcours de formation. euh, Anciennement, c'était associé donc au niveau 3, niveau 4, niveau 5 de classification des emplois, pardon. Et donc, on avait décidé que pour tel niveau, il fallait avoir telle compétence soft. Et ces compétences soft, on les avait construites en fonction de la nouvelle convention de la métallurgie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour la cotation des postes, il y avait plusieurs critères, la communication, le management, etc. Et donc, on a calé, si vous voulez, ces soft skills, ce parcours soft, on les a calés sur les différents critères de cotation des postes et on les a euh, poussés en fonction des niveaux, également en fonction de ce qu'on attendait voilà, dans les pesées de postes. Donc voilà, on fonctionne de cette manière depuis une dizaine d'années, en tout cas au moins avec les CQPM. Et puis depuis 2018, on a construit ces fameux parcours soft voilà, qui rentrent dans le même process et qui permettent à nos collaborateurs d'avoir quand même un parcours de formation standard, même s'il n'y a pas de CQPM existant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on recense à peu près, je vais vous dire, d'avril à juin, toutes les promotions à venir. En juin, on a une idée de qui va être promu à quel poste l'année d'après. Ensuite, on leur montre tout le parcours de formation et donc ils suivent un parcours de formation de janvier à octobre donc de l'année d'après. Parce que voilà, de juin à janvier, on fait toute l'ingénierie pour monter des parcours qui soient à la fois standards, mais quand même personnalisés en fonction des compétences que les personnes ont déjà acquises. Et puis ensuite, une fois que le parcours est suivi, ils changent de niveau ou d'emploi. Alors, avant la convention collective de 2024, c'était la condition. Il fallait avoir le diplôme pour pouvoir changer de niveau ou d'emploi.
Maintenant, et c'est possible que le changement de niveau se fasse avant la fin du parcours. Et donc, il y a effectivement changement de rémunération également à la prise de poste. Mais voilà, j'ai mis une petite astérisque pour vous rappeler, voilà, enfin, pas pour vous rappeler, pardon, mais plutôt pour vous indiquer qu'avant la nouvelle convention collective, effectivement, le changement de niveau se faisait à la fin du parcours de formation. Maintenant, c'est dès qu'il y a prise de poste. Voilà. Et donc, c'est possible qu'on ait des collaborateurs qui soient déjà en poste, mais qui continuent leur parcours de formation. Voilà pour la chronologie. Euh, super. Ce parcours de formation, donc je vous l'ai expliqué, notre première question, au moment où on sait qu'ils doivent rentrer dans un parcours de formation, c'est est-ce qu'on a un parcours de formation, un CQPM qui existe, qui correspond à l'évolution visée, puisqu'on a aussi cette politique quand même de favoriser l'employabilité. Donc s'ils peuvent ressortir avec un diplôme certifiant, c'est mieux. S'il y a un CQPM qui existe, donc on leur fait suivre les formations et passer la certification. Et généralement, on essaye aussi de trouver des financements PROA. On bénéficie beaucoup de la PROA pour pas mal de nos parcours qualifiants. Voilà. Et c'est ce qui nous permet justement de pouvoir faire autant de parcours soft, d'avoir autant de volume. C'est qu'on arrive en fait à les faire rentrer à chaque fois dans les critères de la PROA. Et donc, s'il n'y a pas de CQPM, dans ce cas-là, ils suivent le parcours de formation qu'on a appelé soft, avec voilà, toute cette liste de soft skills que je vous expliquais, qu'on a fait correspondre en fonction des différents niveaux. Et ils passent une certification interne. On avait quand même cette volonté d'avoir un diplôme interne, même s'il n'est pas valable en externe, mais un diplôme qui vienne clôturer le parcours de formation. Les compétences, vous voyez ce qu'on avait mis par niveau. Donc, il y en a qui sont obligatoires. Vous voyez qu'on a les 2 premières formations du parcours qui sont vraiment obligatoires. Alors, c'est tout ce qui s'appelle gestion de projet parce que pour chaque parcours soft qu'ils vont suivre, on veut qu'ils présentent un projet à la fin. C'est comme ça qu'ils vont avoir d'ailleurs la certification interne. Ils ont un projet d'amélioration à remplir. Donc, ils ont des formations obligatoires sur la gestion de projet. Et après, vous voyez toutes les autres, celles qu'on a en vert. Les formations, elles sont, vous voyez, en fonction du niveau, anciennement, un niveau 4, niveau 5. Il y en a donc qui sont à suivre et qui sont plus poussées en fonction du niveau, mais surtout qui sont à suivre en fonction du résultat des évaluations préformatives. Le principe, c'est qu'on a donc ce parcours standard, mais on ne veut pas leur faire suivre des formations qu'ils n'ont pas besoin de suivre. Donc, ils font des évaluations préformatives avant pour qu'on sache déjà sur ces soft skills, qu'est-ce qu'ils ont déjà, est-ce qu'ils répondent déjà aux attendus du poste visé. Et donc, ça, en fait, voilà, c'est des parcours de formation standard, mais qui seront quand même personnalisés en fonction des résultats des évaluations préformatives. Et puis après, vous voyez, toutes les autres, celles qu'on a en jaune, c'est des compétences qu'on propose en plus dans le parcours, mais qui ne sont pas obligatoires. C'est les managers qui vont en discuter avec les collaborateurs et qui vont leur dire, est-ce que tu as besoin de te développer en Excel, en PowerPoint, en équipe projet, etc. Après, ça, c'est pas le résultat des évaluations préformatives, mais plutôt de discussion avec les managers. Donc voilà le type de compétences. Vous voyez, il y a la conduite de réunion, le travail en équipe, la communication, gestion du stress, gestion du temps. Et tout ça, ça correspond aux fameux critères de cotation des postes de la nouvelle convention. Ensuite, voilà, en termes de chronologie, je vous l'avais expliqué. On fait le recensement en juin. On termine voilà, le recensement en juin. De juin à septembre, là, s'ensuivent toutes les discussions avec les managers pour comprendre réellement le besoin, qu'est-ce qu'il va faire techniquement sur le poste visé, etc. Souvent, on fait intervenir l'AFPI, c'est l'AFPI qui nous accompagne pour tous nos parcours de formation, qu'ils soient CQPN, qu'ils soient les parcours soft, même toutes les compétences qu'on a définies, on a tout fait en collaboration avec l'AFPI. Et donc, ça arrive également qu'ils interviennent avec nous dans les réunions directement avec les managers pour bien définir le besoin. Ensuite, on planifie à partir d'octobre, sur octobre-novembre, on fait le calendrier prévisionnel des formations en fonction des discussions qu'il y avait eu avec les managers. Et puis, en novembre, c'est là qu'il y a les évals préformatives, c'est ça. On fait les évals préformatives en novembre, ce qui fait qu'ensuite, on arrive à avoir une vision plus précise de réellement sur ce calendrier prévisionnel, qu'est-ce qu'on va avoir à faire l'année prochaine. S'ensuit ensuite toute la partie administrative, convention, financement qui est assez lourde. Et puis, en janvier, commencent les formations. Donc là, les salariés commencent leur parcours et puis la certification est en octobre. Donc, vous voyez, c'est un cycle quand même assez long et c'est un cycle qu'on fait tous les ans depuis une dizaine d'années. Et ce qui est vraiment pour nous
grosse partie administrative, c'est novembre-décembre où il faut voilà, revoir tous les calendriers en fonction des résultats. Et puis, on essaie surtout de mutualiser les formations. Parfois, on voit que il y a, je ne sais pas, des personnes qui visent un niveau 4 et d'autres qui visent un niveau 5 qui vont avoir le même besoin de compétences. Donc, on essaye de faire des mutualisations et de garder les formations en intra aussi le plus possible plutôt que de les envoyer en inter. Donc voilà, c'est toute une ingénierie qui est assez complexe et c'est surtout Alicia qu'il faut féliciter parce que Oui. c'est Alicia qui s'en charge. Voilà. Donc voilà pour l'ingénierie des parcours. Et pour les volumes, je peux vous montrer donc quelques chiffres. En 2024, on avait donc 37 personnes en parcours. Ça correspond à peu près un tiers de notre budget de formation. Et sur ce budget de formation, on a reçu 75 000 euros de financement. C'est principalement de la ProA. Honnêtement, nos parcours PSPA, en fait, à partir du moment où on a des sessions complètes à 12 personnes, ils nous reviennent à 0 euros grâce à la ProA. Ça dépend donc du nombre de personnes, mais des parcours à 12 nous reviennent, sont gratuits finalement pour nous puisqu'on est complètement financé par la ProA. Donc, on a beaucoup de financement. 75 000 euros de financement, c'est ce qui nous permet de pouvoir allouer autant de budget au parcours. Et vous voyez un peu la répartition. On avait 20 personnes qui faisaient le CQPM PSPA, 2 personnes en TMI. Enfin, voilà, vous avez la répartition sur les CQPM. Et puis après, le reste, c'est donc les fameux parcours soft pour lesquels il n'y a pas de CQPM existant, mais qu'on fait quand même passer. Donc, je vous ai dit avec ces fameuses compétences soft standard. Et la répartition, c'est principalement la production qui bénéficie de parcours qualifiants, mais parce que nous, notre population, elle est principalement en production. Et puis après, on a des services techniques, qualité et logistique. Et voilà pour la présentation de nos parcours. Merci beaucoup, Alicia. Merci beaucoup, Céleste. Oui. Alors, avant que Nathalie prenne la suite, je voudrais quand même rajouter quelque chose, Céleste. C'est que le parcours soft contient aussi parfois des modules techniques. Oui, exactement. Tout à fait. Exactement. Voilà. C'est-à-dire lorsqu'il y a vraiment une carence C'est ça. technique qui est identifiée, sans pour cela donc s'orienter vers un CQPM, on ajoute un parcours de 3 jours pour faire de la maintenance industrielle sur un point extrêmement précis. C'est ça. Donc, c'est des soft skills et c'est aussi du technique. Et que les évaluations préformatives sont faites par par un psychologue du travail, hein, avec des tests aboutis. Ça aussi, c'est important. Voilà, c'est une habitude. Et ce qui fait qu'on arrive à un niveau de qualité qui est assez, vraiment qui est assez, ça interpelle, quoi. C'est Ouais. vraiment un bel exemple. Voilà ce que je voulais rajouter. Nathalie. Alors, Nathalie Boigeau va nous présenter ce que moi j'appellerais un petit peu, c'est le Big Bang de la formation en 2024, quoi, sur le projet Eden. Voilà. Donc c'est un projet passionnant, euh, mis en place par des passionnés, et Nathalie en est l'instigatrice, et c'est un projet qui, voilà, je pense que la plupart des acteurs sur le territoire Languedoc-Roussillon ont dû en entendre parler, et c'est pas fini parce qu'on va lancer Eden 2, mais je laisse Nathalie intervenir et expliquer tout ça. Bon, bonjour à tous, donc Nathalie Boigeau. Je suis coach et consultante indépendante. Bon, j'ai une très longue histoire avec l'industrie, avec un parcours assez riche, très varié dans différents domaines industriels et dans les fonctions de RH, DRH, en corporate et en usine, mais également dans des fonctions de directeur de projet et directrice d'usine également, directrice de projet, directrice d'usine. Donc vraiment ce parcours, et depuis 15 ans maintenant, j'ai une entreprise de coaching et de consulting. Donc, c'est à ce titre, en fait, que j'accompagne d'une part le club RH et d'autre part que j'accompagne également et que je coordonne le pilier compétences de l'EDEN. Donc, moi, je voulais vous présenter déjà le club RH pour le parcours de réussite EDEN. Pourquoi? Parce que pour moi, le fait que les industriels se groupent et se coordonnent autour de différents projets, c'est un élément de réussite de ce parcours. Donc, qui sommes-nous? Le Club RH, c'est une association de loi 1901 qui travaille et qui a été créée en 2021. Qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de partenaires RH des entreprises industrielles de l'Ouest biterrois. Ouais. Donc, 3 conditions pour entrer au Club RH.
être RH, faire partie d'une entreprise industrielle, être dans l'Ouest Hérault. Et une quatrième condition, au-delà de payer la cotisation, c'est de respecter l'alliance et de respecter en particulier le fonctionnement du club et la confidentialité du club. C'est un réseau, le club RH, qui positive hors du champ concurrentiel. Évidemment, nous avons des entreprises dans le club qui sont en concurrence de business, mais également en concurrence sur le marché de l'emploi. Et pourtant, on se dit que même en étant en concurrence, on peut travailler ensemble parce que c'est en développant un territoire, en développement des compétences sur un territoire, on va pouvoir également gagner tous ensemble. L'idée du club également, c'est de passer d'une logique de chasseur-cueilleur, c'est-à-dire j'ai besoin d'un intérim le vendredi soir à 18 h, donc j'appelle la boîte intérim pour le lundi matin, à une logique de jardinier. Comment on peut jardiner sur notre territoire pour que nos métiers soient plus attractifs, mais également qu'on développe des compétences tous ensemble qui sont sur ce territoire, aussi bien par la formation euh, continue que par la formation de demandeurs d'emploi, et c'est le cas du parcours de réussite Eden, que par les formations industrielles qui sont proposées par les lycées, l'IUT et bientôt l'école d'ingénieurs Polytech qui va s'installer à Béziers. Le club RH, c'est un lieu d'échange et d'apprentissage entre pairs. Donc, au-delà d'être un lieu où on est dans l'action, c'est aussi un lieu où on apprend des autres. Donc, on travaille beaucoup avec des co-développements, on travaille avec des ateliers expérientiels, etc. Ce qui nous permet en fait de garder la cohésion du club. Et puis, le club RH, c'est une force de proposition sur le territoire biterrois. Donc, on exprime des besoins dans les domaines de nos métiers, dans les domaines de l'emploi, dans les domaines de la formation, aux parties prenantes qui sont sur notre territoire. Donc, l'État avec Monsieur le sous-préfet, mais également avec les services du travail, mais également avec France Travail et également avec la région académique et avec les lycées-collèges. On exprime des besoins à la région Occitanie, à notre agglo, et on exprime des besoins donc aux parties prenantes qui sont sur ce territoire, mais également aux organisations professionnelles comme l'UEMM. Et nous coopérons avec les autres organisations professionnelles. Nous n'avons pas du tout fait le choix de vouloir être un syndicat ou de remplacer qui que ce soit. Notre objet, c'est d'être complémentaire par ce réseau qui est vraiment sur de la compétence RH. Et donc, on a signé une convention qui s'appelle Béziers Terre d'opportunités industrielles pour la mise en œuvre d'actions communs avec la CCI, le MEDEF, la CPME, l'UMM, Innovusfluid, l'ITS Fusion et la région académique. Donc voilà qui nous sommes. Nous regroupons différentes entreprises du territoire, dont vous pouvez voir les noms, et qui sont aussi bien des établissements de grands groupes industriels, comme la Salvetta, comme SLB Cameron, que des PME ou des TPE. Mais la condition, c'est que nous ayons un interlocuteur qui soit un RH. Donc, la deuxième chose qui est sur ce territoire qui va permettre le parcours de réussite Eden, c'est le projet qui est l'Eden, écosystème durable et énergie naturelle. Le grand industriel sur Béziers est toujours, Cameron, SLB, qui travaille pour l'oil and gas, le pétrole et l'oil and gas. Il est bien évident que Cameron a été racheté il y a quelques années par SLB et SLB, au niveau stratégique, a décidé de développer son positionnement sur les énergies naturelles, les nouvelles énergies. Et en particulier, a décidé de créer une filiale en coordination avec le CEA et la région Occitanie et d'autres industriels pour une société qui s'appelle Genvia, qui va développer des centrales de production pour l'industrie lourde de production de H2, d'hydrogène, pardon. Quand il y a eu ce projet, l'idée a été, en ce qui concerne Genvia, de se dire pour pouvoir accompagner un tel projet, mais également accompagner l'ensemble des acteurs qui sont liés à la transition énergétique sur ce territoire, nous allons créer un Eden, c'est-à-dire favoriser
le développement d'initiatives sur l'écosystème, en se basant sur 5 piliers qui sont le foncier, les infrastructures, les compétences, l'innovation et l'attractivité. C'est-à-dire comment on priorise des actions avec l'ensemble des acteurs qui ont les mêmes valeurs pour qu'on construise un monde durable sur ce territoire et qu'on réussisse également l'implantation des nouvelles énergies sur ce territoire et des nouveaux défis. Donc, Genia et Eden m'ont demandé de prendre en charge le pilier compétences. Et si on continue, ce pilier compétences, je vais très vite, hein, on a décidé d'avoir une méthodologie assez visionnaire et structurée et on a proposé au territoire d'avoir 3 alliances autour d'une feuille de route de l'Éden sur la compétence. Une première alliance qui est renforcer l'offre des formations existantes, en particulier en effet avec la région académique, mais on va le voir avec l'ensemble des acteurs pour permettre à des demandeurs d'emploi de retrouver l'accès aux métiers de l'industrie. Promotion des métiers de l'Éden, hein. On sait que nos métiers industriels, on les aime, on les connaît, à condition d'avoir des parents, des amis dans l'industrie. Mais en général, sur des territoires comme ceux-là, nous ne sommes pas dans le nord de la France ou des territoires comme la Lorraine, les métiers ne sont pas connus, sont méconnus. Donc, on a eu toute une action autour de la promotion des métiers et puis avoir des nouvelles offres de services pour le soutien à l'emploi et la formation. Et ça constitue l'action du pilier compétences. Donc, je vais en venir au parcours de réussite Eden. Donc, comme vous le voyez, j'ai mis en sous-titre la fabrique des compétences de demain. Nous, notre objectif, c'est développer des compétences sur ce territoire au service de l'ensemble des entreprises industrielles. Évidemment, de la décarbonation, mais au service surtout de l'ensemble des entreprises industrielles. Alors, pourquoi? Bon, le constat, on l'a tous, hein. On a un emploi dans l'industrie, en tout cas dans l'Ouest Hérault, qui affiche une hausse très forte, plus 3,6%. On a des métiers qui sont en tension. Ces métiers, c'est tous les métiers de conduite d'équipement industriel, les métiers de maintenance, les métiers de qualité, les métiers d'usinage. Je parle que des métiers cœur industrie, production. Mais en tout cas, ils sont en tension. France Travail, s'ils ne nous proposent pas des CV, hein, ce n'est pas parce qu'ils les gardent pour eux ou pour le voisin, mais c'est bien parce qu'ils ne les ont pas en stock. Et puis, l'autre chose qui est très important, c'est que les compétences sont des flux. Ça veut dire que justement, on ne fait pas des stocks de compétences ou de personnes qui ont la compétence pour ensuite les mettre à disposition quand l'entreprise en a besoin. Non, c'est un flux, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont acquérir des compétences en sortant de la formation. Si on n'est pas en mesure de les intégrer, on va les perdre. Parce qu'on peut se demander à un moment que deviennent tous les gens qui ont fait des formations industrielles. Si les industriels ne leur ont pas proposé des postes en sortant, ils ont fait autre chose. Donc, c'est vraiment très, très important de gérer cette notion de flux et en même temps de se dire que de toute façon, on ne pourra pas stocker. Donc, c'est important aussi pour Genvia parce que, bon, ils vont construire une Gigafactory à partir de 2026. On ne peut pas leur stocker des compétences, hein. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Donc, ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat à la suite, c'est que les métiers industriels actuellement sont des métiers qui sont connus par les industriels. Ça veut dire qu'on connaît ces métiers de conducteur d'équipement, de maintenance. Évidemment, ils sont en évolution avec l'arrivée de l'IA, avec l'arrivée des nouvelles générations de lignes de production, mais c'est des métiers qu'on connaît. Bon, ils sont peu attractifs, donc en effet, il faut qu'on ait un accent. Et donc, c'est là où vous intervenez, Claude, c'est que c'est des métiers qui sont couverts par des formations existantes. Comme vous le disiez auparavant chez Bosch, il y a des CQP qui existent. Il y a des choses qui ont été développées. Et d'ailleurs, on a du mal à capitaliser parce qu'il y a tellement de choses qui ont été développées que c'est quelquefois difficile de capitaliser. Mais en tout cas, on a des formations. Donc, ce n'est pas le problème d'inventer des nouvelles formations. Par contre, en effet, il peut y avoir des spécificités dans l'H2, dans l'éolien, dans la géoénergie, mais également dans l'alimentaire, dans la chimie, dans le verre, etc. Et donc, on a une nécessité de colorer les formations avec des spécificités selon l'industrie. Mais ce ne sont que des colorations pour nous, ce ne sont pas des créations
entière des nouveaux métiers qui se créent. Donc, d'où le parcours de Réussite Eden. Donc, moi, j'ai appelé ça Oser la collaboration. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avions en fait identifié avec les entreprises que nous avions des métiers en tension. Au fil des réunions, on était toujours en train de discuter des conducteurs d'équipements industriels, de la maintenance, de la qualité, de l'usinage. Bon, on parlait aussi de supply chain, mais ça, aujourd'hui, on parle industrie. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on s'est rapproché de l'UMM pour parler de ça, pour réfléchir avec eux de comment on pourrait travailler autour de cette problématique. L'autre chose également qu'on avait faite auparavant, c'est qu'on s'était rapproché de l'Éducation nationale, qui en fait, avec la grande opération des cartes scolaires, a fermé certaines sections à Jean Moulin, au lycée professionnel Jean Moulin, qui compte 2500 élèves à Béziers, mais on a ouvert d'autres, comme par exemple conducteur d'équipements industriels. Donc on a maintenant un bac pro conducteur d'équipements industriels et dans 2 ans, on aura un BTS. Donc, ça veut dire que par rapport à ça, la formation avec l'éducation nationale, ça a fonctionné. On a travaillé sur les cartes scolaires, on a fait avancer les choses. Ensuite, avec l'UMM, on s'est dit, mais on a des demandeurs d'emploi. Ces demandeurs d'emploi, on a un taux de chômage qui reste élevé à Béziers, plus de 12%. Et en même temps, il n'y a personne qui correspond. Alors qu'ils peuvent avoir des aptitudes à travailler, ils peuvent avoir des soft skills aussi qu'ils ont acquis dans d'autres métiers. Et nos métiers sont très attrayants parce que, comme vous le savez, on vient de le voir, l'industrie, elle suit ses salariés sur la durée, elle permet de développer l'employabilité. Et si je ne me trompe pas, on a à peu près des niveaux de salaire 15% supérieurs au reste des secteurs professionnels. Donc à partir de là, il n'y avait pas de raison de se dire pourquoi on ne peut pas travailler sur le potentiel des demandeurs d'emploi. Et là, on a fait appel à l'engineering donc de l'UMM et de la région et de Pôle emploi parce qu'on est des spécialistes de l'industrie, mais on n'est pas des spécialistes des demandeurs d'emploi et de l'engineering de formation. Et donc, il a été proposé un parcours de formation sur mesure sur ces 4 métiers. Alors, comment ça se déroule? Les stagiaires, d'abord, il y a une étape. Alors, ce parcours, il est financé par l'État, la région, puis par les OPCO et les entreprises. La construction du parcours, elle est sur 18 mois. Donc, on a 3 mois de stage à travers des FIER et un POC. C'est ça, Claudin? POEC. Et en fait, donc, soit financé par la TAS, soit financé par la région. Et pendant ces 3 mois, les stagiaires, en fait, vont avoir une remise à niveau sur l'industrie, une remise à niveau de leurs connaissances. Évidemment, on va travailler sur les soft skills. Et ils vont travailler, parce que c'est un tronc commun, sur leur projet professionnel. Et en fonction de leurs aptitudes, mais également de leur envie, et également en fonction de leur personnalité, etc., puisque c'est des postes qui sont très différents, ils vont s'orienter, et puis ils font des stages en entreprise, ils vont s'orienter sur un des 4 métiers, avec la validation des organismes de formation qui les suivent. Alors, qui sont ces candidats et qui sont ces stagiaires? Pour avoir ces stagiaires, France Travail a mis en place une promotion sur l'ensemble de l'Ouest Hérault. Donc, il y a 2 pilotes du projet qui sont à Béziers, mais qui travaillent avec toutes les agences jusqu'à 7, tous les hauts cantons et Agde, et qui travaillent pour promouvoir les métiers de l'industrie auprès des demandeurs d'emploi, leur proposer des sessions d'immersion et également faire des tests pour évaluer leurs aptitudes. Et pour vous donner le succès de cette opération, c'est que sur la première session, on avait 24 stagiaires, on a 24 stagiaires sur l'Eden 1 et on a eu 200 candidatures. Donc un énorme travail qui est fait par France Travail avec les entreprises aussi qui acceptent de prendre les gens en immersion, évidemment, les stagiaires. L'autre chose également, c'est que donc, une fois que ces 3 mois sont passés, on va partir sur 12 mois de contrat de qualification via des CQP.
Alors, on avait besoin donc de cette compétence en engineering de formation, mais également cette compétence vis-à-vis des demandeurs d'emploi. Et pour répondre à ça, euh, l'AFPI, donc enfin l'UMM, l'AFPI, l'AFPA et Purple Campus ont répondu en commun, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire une alliance des 3 organismes de formation présents sur notre territoire et de répondre en commun à l'appel à projet de la région. Donc ça, c'est vraiment très important aussi parce qu'on n'est plus, on est dans une situation actuellement, enfin en tout cas sur Béziers, où ces 3 organismes, ils ont décidé de répondre en commun, ils ont décidé de travailler ensemble et ils nous donnent des réponses avec leurs points forts les uns les autres et avec des compléments. Et avec Claude Debis qui est présent ici, qui coordonne l'ensemble. Et vraiment, c'est quelque chose qui est une force énorme pour nous parce que du coup, les entreprises ne discutent pas un coup avec Purple, un coup avec l'AFPA, un coup avec l'AFPI, mais on discute avec un groupe qui propose quelque chose en commun. Vous voyez le Greta également, parce qu'en fait, au départ, quand on a démarré, on avait 3 métiers, et maintenant on est à l'Eden 2, on a 4 métiers, on a rajouté l'usinage sur la même méthode, et donc le Greta est rentré. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que l'IFRIA est également en cours de rentrée, puisque pour l'Eden 2, l'agroalimentaire, avec l'AREA et l'OCAPIAT, ont décidé de rentrer également dans le projet, puisqu'ils ont des postes de conducteurs d'équipements industriels, de pilotes de ligne, ils ont des postes de qualité et ils ont des postes de maintenance. Donc voilà la démarche qu'on a eue. Ensuite, moi, ce que je voulais dire là-dedans, un truc très important, et j'ai terminé, on a mis en place une gouvernance opérationnelle et stratégique. Pourquoi? Parce que quand on démarre comme ça, avec tous les acteurs autour de la table, France Travail, l'État, la région, l'UMM, l'AFPI, l'AFPA, etc., il est bien évident qu'on a besoin de se caler et qu'on a besoin de travailler ensemble, de développer de la congruence, de la bienveillance entre nous et de résoudre les problèmes au fur et à mesure avant que ça gratte trop. Et donc, on a mis en place ce système qui nous permet vraiment, tous ensemble, de faire avancer les dossiers ensemble et de résoudre les problèmes au fur et à mesure. L'autre chose également, dernière chose, on a exigé maintenant, et c'est une exigence qu'on a, et je dis exiger parce que ça me paraît important, les entreprises, elles doivent accueillir des gens qu'elles n'ont pas l'habitude d'accueillir. C'est-à-dire que d'habitude, quand les gens arrivent, l'intérimaire du lundi matin ou le CDI, il connaît les codes. Là, on accueille des personnes qui ne connaissent pas les codes, mais et en plus qui n'ont pas les compétences. Et pendant des décennies, l'industrie a peu embauché ou embauché par ces méthodes. Et donc, il est important qu'on travaille avec les opérationnels, c'est-à-dire des tuteurs sur le terrain, pour bien comprendre, en fait, ces nouvelles populations. C'est pas l'intérim du lundi matin à qui tu files une paire de gants et il va se débrouiller. Non, ils sont en formation. Donc, en fait, on a un accompagnement des tuteurs. Et là, maintenant, sur la 2e session, on va encore aller plus loin. Donc, promotion 1 décembre 2023, on avait 10 entreprises, 24 stagiaires. Promotion de novembre 2024, élargissement des entreprises. On est aussi dans la pharmacie avec Pierre Fabre, par exemple, qui rentre dans le projet. On est aussi dans l'alimentaire avec les vins Gérard Bertrand, par exemple. Donc, 20 entreprises, 32 stagiaires. Des groupes avec des usines qui font plus de 500 personnes. Et on va voir le témoignage après, avec aussi des TPE. Voilà, merci. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Monsieur Cruyanas, bonjour. Bonjour. Jean-Charles. Donc, le témoignage de Jean-Charles, je l'ai souhaité parce qu'il a dû affronter un problème qui est très très rare sur le territoire, c'est de chercher donc une compétence pour un métier industriel, évidemment. C'est une attitude, je vous laisserai présenter l'entreprise évidemment, structure agile et réactive et tout à fait dans le move de notre époque pour pouvoir participer à l'amélioration de notre environnement naturel. Bravo. À vous, Jean-Charles. Bonjour à tous, donc Jean-Charles Cruyanas, je suis le directeur du site Watitude.
Je vais parler très brièvement. Pour ma part, je suis ingénieur de formation, en génie de système de production. Ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie. Et depuis 3 ans, chez Watitude. Watitude est une entreprise locale implantée à Servian, donc à côté de Béziers, depuis 2011. Et nous fabriquons de la ouate de cellulose, donc qui est un isolant biosourcé. Nous fabriquons cet isolant en recyclant des déchets, puisque 100% de notre matière première sont des déchets, à la fois du papier, des sortes de papier et du carton. Et nous transformons ce déchet avec un process assez peu énergivore pour fabriquer un produit à haute valeur, à la fois environnementale, sociétale et économique. Voilà, donc pour cadrer un petit peu Watitude, on a une petite entreprise d'une douzaine de salariés. Et effectivement, on était confronté à ces problématiques de recrutement, comme Nathalie a très bien expliqué la démarche Eden et les problématiques qui ont amené aussi à générer ce genre d'initiative. Nous, on était dans une démarche effectivement de moyen long terme. On souhaitait pouvoir recruter l'avenir en fait de notre équipe. Et on savait qu'on devrait former, accompagner des candidats, mais on ne les a pas trouvés. Et la démarche Eden nous a permis effectivement d'avoir une personne. Et effectivement, une personne donc, qui est en reconversion, c'est important de le dire. Une formation qualifiante aussi, ça c'est important. Beaucoup de choses ont été très bien dites par Nathalie sur Eden. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment quelque chose d'un peu innovant. Et la force, c'est ce qui a été présenté, à mon sens, c'est le fait que tout le monde se soit mis un petit peu dans la même direction et travaille collectivement pour y arriver. Le collectif, c'est quelque chose de très important. Une TPE, PME, donc la puissance collective de l'équipe, c'est quelque chose qui nous parle. On est dans une région aussi de sport collectif et de rugby. On sait que l'union fait beaucoup plus la force, la somme des individualités est plus importante que les individualités en elles-mêmes. Et là, on voit bien que quand on met tous ces intervenants autour de la table à travailler dans le même sens, et qu'on inclut aussi les entreprises et que tout le monde joue le jeu, on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Je ne cacherai pas que c'est un peu déroutant au départ pour nous parce que ce n'est pas les process de recrutement classiques, il faut faire confiance. Voilà. Mais c'est quelque chose dont on peut présenter, en tout cas quelque chose de très positif. C'est une réussite à mon sens, on est très satisfait. Et je pense que aussi, fondamentalement, la réussite, elle est gagnante-gagnante. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'apprenti qui est avec nous, Guillaume Pradey, qui est plutôt très satisfait de ce qui se passe, et nous, on l'est également. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de gagnant-gagnant. Voilà. Petit retour d'expérience pour Watitude. Dire on est tellement satisfait qu'on a décidé de partir pour Eden 2 également. On était à la base, alors nous, on fait partie du club de maintenance de la CCI. On essaye aussi, malgré le fait qu'on soit une toute petite boîte, d'être très impliqué en fait dans le tissu local, industriel, voire même associatif. Et c'est par ce biais-là qu'on a entendu parler d'Eden, mais au départ, même si finalement on ne savait pas exactement ce que ça allait impliquer pour nous et ce que ça allait faire, on a essayé aussi de s'impliquer parce que voilà, c'est important pour nous de s'impliquer dans une démarche qu'on ne pouvait que saluer au départ. Sur le papier, c'était voilà, faire ce constat-là et dire il faut accompagner les industries sur la région Occitanie voilà, proposer donc à des personnes qui sont en conversion cette opportunité de se former au métier de l'industrie. C'est quelque chose sur lequel moi, en tout cas, j'étais sensible. Voilà, donc on est ravis de participer. On est de nouveau dans Eden 2 également. Et voilà. Et ça va être encore une belle aventure. Je rajoute quelque chose, Belle aventure, Jean-Charles. Jean-Charles, sur l'aspect faire confiance. Parce qu'en fait, le cursus habituel pour pouvoir recruter un salarié, c'est en passant par France Travail, c'est que je reçois des CV, j'envoie les CV, et puis je laisse le décideur me dire éventuellement s'il souhaite s'il souhaite recevoir les candidats pour des entretiens. Eden, justement, a bouleversé un petit peu le prisme de départ, c'est France Travail
qui préqualifie le salarié en fonction de son projet professionnel et avec aussi l'appui des organismes de formation. Et on se dit, c'est ce salarié que l'on va proposer à Jean-Charles Cruyanas. Et c'est ça, le faire confiance. C'est-à-dire que là, M. Cruyanas, il n'a pas vu 3, 4, 5 candidats. Il a vu un candidat arriver dans l'entreprise et ça matchait. Voilà. C'est ça l'aspect faire confiance. Et ça, c'est assez novateur parce qu'on ne recrute pas sur le CV. On recrute sur la MRS, sur des entretiens qualifiés, ainsi de suite, quoi. Donc, c'est quand même nouveau. C'est très, très nouveau, ça. Et ça, donc, la deuxième fois, ça marchera aussi, Jean-Charles, hein, je vous promets. Genre, on n'en doute pas. Confiance. Merci. Et le dernier témoignage, est-ce que Christelle est arrivée? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, je vais supplier Christelle en quelques mots, hein, parce que donc Christelle travaille sur le port de sud de France et actuellement il y a sur le port de Sète il y a quelques tensions, mais quelques tensions sur voilà avec les évolutions des postes, les syndicats, c'est les choses de la vie quoi sur les ports. Euh, L'expérience de Port Sud de France, j'avais demandé son témoignage, c'était en termes de recrutement, de qualification de recrutement. Généralement, quand vous entrez dans ce type de structure, l'idée, c'est d'y faire une carrière longue et de monter en compétences à travers des formations diplômantes. Donc, l'idée, c'est de se dire comment éviter de se tromper autant que possible, parce que ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, et on projette vraiment que la personne fasse toute sa carrière sur le site. Il m'a donc, Port Sud de France s'est rapproché de moi pour voir comment on pouvait essayer d'améliorer le processus de sélection. En plus de l'entretien, on a fait quelque chose évidemment qui peut paraître une évidence, mais qui demande un petit peu plus de moyens logistiques, un petit peu plus de moyens financiers, c'est qu'on a mis en place des évaluations pratiques. Voilà, pour le métier de la maintenance, on a mis donc un entretien avec un psychologue du travail et à travailler des tests psychotechniques. Et on a mis en place, donc pour quelques heures, systématiquement c'est l'après-midi, donc des manipulations sur des bancs pédagogiques et sur des outils industriels. La personne postule donc pour le poste de maintenance, c'est du déclaratif, elle dit dans son CV savoir faire ci, ça, ainsi de suite. Et bien nous, on est là et on teste directement et on fait un rapport circonstancié donc à la RH en lui disant que en termes de soft skills et de posture, voilà les plus et les moins. Et en termes de savoir-être, là, en savoir-faire, là, effectivement, cette personne qui a déclaré savoir-faire ceci et cela sait le faire, ou alors, cette personne qui a déclaré savoir-faire ceci et cela ne sait pas du tout faire. Voilà, ça nous a, voilà, ça a permis d'éviter les très grosses erreurs de casting. Et le deuxième avantage aussi, c'est que grâce au projet Eden, parce qu'il est difficile souvent pour des PME de trouver une solution au moment voulu pour pouvoir faire monter en compétence un de ses salariés qui souhaite avoir une qualification officielle dans un métier. Il faut trouver une session en cours de formation ou une session qui va s'ouvrir et faire ce qu'il faut pour que son salarié puisse intégrer, donc c'est plutôt difficile. Eden, lorsqu'on a lancé les parcours de pro, après la période de préparation opérationnelle, le port sud de France a pu positionner son salarié qui venait donc d'être qualifié en termes de recrutement dans le parcours Eden avec les demandeurs d'emploi qui avaient contractualisé un contrat de pro avec d'autres entreprises. Donc c'est le salarié de Port Sud de France qui a intégré la formation Eden dans le métier de la maintenance. Voilà. C'est une affaire aussi d'opportunité, et c'est ça que je voulais porter à la connaissance des différents acteurs sur ce webinaire, c'est qu'il ne faut pas hésiter quand vous avez une demande, on a quantité de formation. Donc, si on peut vous faire bénéficier d'une action de formation donc, à l'égard de vos salariés, et automatiquement, on essaiera et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce que ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus réactif. Voilà. Et c'est plutôt très intéressant d'avoir justement des formations avec plusieurs profils, des demandeurs d'emploi, des salariés, des responsables de poste, ainsi de suite, quoi. C'est une grande richesse. Voilà, voilà. Je vous ai tout dit. Merci beaucoup, Claude. Est-ce qu'il y a des questions? Avez-vous des questions? Mhm. Moi, j'ai une question.
Je m'appelle Emmanuelle Auger, donc je travaille pour Evolen au pôle RH sur les actions d'attractivité en fait au niveau général de la filière et au niveau national. Et du coup, en fait, ma question concerne les possibilités, la volonté ou je sais pas de s'insérer dans un dispositif qui serait un petit peu plus large. Qu'est-ce que vous entendez par plus large? Bah, je pense que ce que vous nous présentez qui est absolument, voilà, qui est très inspirant en fait, pourrait, servir, de base pour être peut-être reproduit en d'autres endroits. Les entreprises dont vous parlez peuvent aussi avoir des implantations dans d'autres régions, donc être Tout à fait. susceptibles de participer à ce même type de dispositif et voilà, dans quelle mesure en fait, il est, dans vos perspectives, il est envisageable d'avoir un projet, voilà, qui serait Alors, un petit il peu y a- différent en termes de périmètre géographique, en tout cas. Alors, en termes de projet, Nathalie, je te laisserai qu'on continue, évidemment, si tu as des éléments complémentaires. Donc, actuellement, nous sommes en train de voir un Eden, l'Eden 2, il est lancé le 4 novembre, un Eden sur le territoire de l'Aude, pour De rassembler de l'Aude, Aude. Mmh. Mmh. Voilà, parce que l'idée d'Eden, c'est relativement simple. L'idée, après, c'est compliqué pour l'ingénierie, mais ça se fait bien, c'est d'avoir tous les acteurs en lien avec la formation et l'emploi du même territoire, de les avoir en même temps sur la même table, et de faire appel donc aux ressources locales, Mmh. les OF locaux, les demandeurs d'emploi locaux, les institutionnels évidemment en charge des financements, et tout ça c'est du local. C'est pour ça que ça marche, Eden. Voilà. Mmh. On ne va pas faire 80 km à un demandeur d'emploi, on ne va pas l'emmener 60 km plus loin pour lui faire une formation, avec les problèmes de mobilité et évidemment de financement, ça n'a pas de sens. Surtout si on le met pendant une journée derrière un PowerPoint, quoi. Hein, c'est plus rationnel. Donc, le bon sens, c'est de se dire, on trouve une solution locale pour les entreprises locales avec des demandeurs d'emploi locaux et on fait financer ça par les grands partenaires institutionnels que sont la région et France Travail. Donc ce modèle, il est aisément reproductible si tant est que vous réussissiez à faire venir autour de la même table les mêmes acteurs. Et donc il faut qu'il y ait un leadership au niveau des entreprises. Ça, je pense que c'est un conseil. Voilà, il faut qu'il y ait une entreprise assez conséquente et qui puisse donner le là un petit peu sur le territoire. Et ensuite, il va y avoir l'agrégation d'autres entreprises. Euh, sur le territoire de la métropole, un projet relativement similaire va être annoncé donc vers le mois de novembre, c'est le projet Inox, Innovation Oxygène, Industrie Oxygène. Donc, ça sera un Eden qui va répondre à d'autres contraintes pour des entreprises différentes du bassin bitérois. Mais dans l'idée, c'est la même philosophie. Tous les acteurs au même endroit, et les acteurs décisionnaires et les acteurs de formation, et ainsi de suite, sur les territoires de la métropole. Voilà. En fait, ce qui est mis en place, c'est du bon sens. Et évidemment, c'est pour ça que ça peut être aisément reproductible n'importe où. Alors, c'est vrai que ça transpire sur le territoire national, on en parle, alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est simplement du bon sens. C'est de se dire, faut que tout se fasse en local, parce que quand on regarde bien la cartographie, que ce soit des centres de formation, des lycées, des organismes de recrutement, des MLI, il y a tout ce qu'il faut. Il faut simplement le voir, le constater, et de se dire, qualifions les métiers en tension, regardons les ressources qu'il y a sur le territoire, on se rassemble et on fonce. Et avec un go plutôt rapide, hein. Il ne faut pas 3 ans pour faire ça. Eden, l'idée a été couchée sur le papier donc, est arrivée sous la forme d'appel à projet en juin 2023. En décembre, c'était lancé. Et on est parti de zéro. Donc il faut que ce soit rapide et Dans l'Aude, efficace. Guillaume Bello demande si c'est en lien avec les projets de Port-la-Nouvelle. Qui est le leadership, entre guillemets, sur l'Aude? Alors, ça sera en lien normalement. Alors évidemment, pour l'appel à projet, on attend les résultats de l'offre d'appel à 06 qui va désigner le compétiteur qui va avoir en charge donc le déploiement de la ferme commerciale. Parce que là, la ferme pilote et Olmed, donc c'est fait. Je vous invite d'ailleurs à aller voir si c'est quand vous pouvez vous promener du côté de Port-la-Nouvelle. C'est quand même très impressionnant de voir des pales de 180 mètres de long et des bâtiments extraordinaires. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'Occitanie, c'est quand même un territoire un petit peu privilégié, quoi, si je puis dire, hein. Il y a des territoires où l'industrie elle est basée sur l'automobile. Vous pouvez imaginer qu'avec l'avènement de l'électrique et l'abandon du thermique, un petit peu, ça va être très compliqué. Nous, on a l'éolien,
On a le nucléaire, où a priori, on ne va pas consommer moins d'électricité, avec Orano Malvesi. On a l'aéronautique, où a priori, on a un carnet de commandes de plus de 15 ans du côté d'Airbus. On a l'agroalimentaire, bon, on n'est pas parti pour manger moins quand même, on a un territoire où on aime bien les cassoulets. On a donc l'hydrogène, qui est une énergie verte, qui est en train de se développer. Bref, et avec des sociétés, des multinationales costauds. Auparavant, c'était un gros et des petites entreprises, et le gros avait tendance à prendre des compétences chez les petites entreprises. Ben là, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de grosses en Occitanie. On a de Orano, on a de l'Airbus, on a du Janvia, on a du Caire, et ils ont tous besoin des mêmes métiers en fonction. Maintenance, conduite de ligne, qualité, et ainsi de suite. Donc, ils vont être obligés de s'entendre, et nous, on est obligés d'apporter une réponse assez massive en termes de fourniture de compétences sur le territoire. Et c'est pour ça que Eden, ça peut se répéter dans n'importe quel autre territoire, en se disant, il y a quand même des entreprises qui marchent bien, quelles sont les compétences dont elles ont besoin, et voyons si on peut les agréger avec d'autres métiers. Et on fait un Eden, et on sera là pour accompagner s'il le faut, Pour grâce à nos compléter, 29 Claude, représentations territoriales. Oui, peut-être ce qu'on peut dire en effet, c'est que vraiment le succès aussi, ça a été qu'on soit capable de enfin, d'avoir une gouvernance avec les voix de chacun oui, et collégial, complètement. d'être aussi dans de l'exigence les uns avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est accepté dans notre groupe à tous les niveaux. Et l'autre chose également, c'est que le club RH a permis en fait d'amorcer la pompe. C'est-à-dire, les entreprises Complètement. étaient déjà mobilisées et on a pu amorcer cette pompe. Donc, en effet, il faut avoir un groupe d'industriels, mais enfin, moi, je réinsiste là-dessus, c'est parce que je suis issue de cette fonction et que quand j'étais dans les opérations, on parlait moins de RH, mais en tout état de cause, il faut des gens qui soient capables de porter ça dans vos entreprises. Et nous, c'était une force. Alors, Jean-Charles, tu n'as pas de RH, hein, tu es polyvalent, toi et multicarte, mais en tout état de cause, ça, c'était important. Et puis, dans la gouvernance que on disait, Claude, hein, c'est vraiment, il faut la voix de chacun. Et moi, je vais vous dire autre chose, c'est qu'en effet, on est dans des fonctionnements dans l'efficacité. Ça veut dire que, par exemple, là, on avait 32, on voulait 32, enfin, il y avait 32 stagiaires ouverts avec 32 engagements d'entreprise. Eh ben, on est en task force depuis fin août et toutes les semaines, on se voit et on a une task force pour contacter et travailler tous ensemble sur le contact des entreprises. Et on fait des points toutes les semaines pendant 35 minutes, 40 minutes. Tout ça pour dire qu'en effet, c'est aussi, faut mettre de l'énergie dedans. Il faut mettre du carburant, d'action. Et ce qu'on avait pu imaginer au départ dans ce que pouvait être le parcours de réussite, on est dans autre chose maintenant, mais en même temps, c'est ce qui fait notre réussite. Je vais Avec... donner la parole à Marie Melin, peut-être. Marie Melin. À vous. Oui, bonjour, merci. J'ai 4 questions très courtes. La première, elle est adressée à vous, Claude. Vous parliez Oui. d'une entreprise, donc dans le cadre du leadership, il fallait qu'il y ait une entreprise qui soit un petit peu meneuse Oui. dans ces dynamiques. Concernant l'Éden du bassin biterrois, est-ce qu'on peut parler de l'entreprise Janvia? Oui, oui. Oui, d'accord, c'est bien Janvia. OK. Oui. Ma deuxième question est adressée à Nathalie. En fait, vous parliez de l'importance de la coordination et notamment d'une forme d'interlocuteur unique. C'est bien ça, j'ai bien compris? Je parlais, enfin, oui, oui. Enfin, en tout cas, D'accord. d'interlocuteur responsable. Je ne sais plus quand j'ai dit interlocuteur unique, C'est au niveau mais des centres de formation. Au Ah niveau oui, des pour centres de les centres de formation. formation, oui, oui, tout à fait. Parce que, en fait, en effet, ça nous permet de parler d'une seule, les centres de formation parlent d'une seule voix dans les D'accord. comités de pilotage. Ils sont tous présents, mais avec leur spécificité, mais on parle d'une seule voix. D'accord. Et est-ce qu'un interlocuteur est désigné? Et dans ce cas, de qui s'agit-il? En termes de fonction, hein, j'entends. Enfin, là, sur le Oui, projet Eden, c'est l'AFPI, hein, c'est Claude qui assure D'accord. la coordination avec, et tout le monde l'a accepté en tant que tel entre Purple et l'AFPA.
L'autre chose également, enfin je le dis puisque je suis en dehors, mais ça veut dire que par exemple, il y a eu d'autres initiatives qui ont été proposées pour créer des postes de pilote de ligne d'équipement industriel. Et le choix qui a été fait par Purple, hein, parce que c'est eux qui ont, et le Greta aussi, c'est de dire si vous voulez, vous rentrez dans l'Éden. On vous propose plutôt de rentrer dans l'Éden que de remonter une autre opération. Parce qu'en effet, autrement, ça mobilise énormément, en particulier les services de l'État, pour une moindre efficacité. Alors qu'on parle des mêmes postes, hein. Après, en effet, il faut régler les problèmes financiers entre les organismes de formation, je vais le dire comme ça, et la répartition des financements. Mais ça fait l'objet d'une négociation entre les fédérations. C'est-à-dire, c'est l'UMM et la Fédération de l'agroalimentaire au plus haut niveau qui ont repris la discussion entre eux. Et donc, à la fin, l'agroalimentaire est rentré. D'accord. Parce qu'autrement, on se bagarre les candidats, on se bagarre les formations, les candidats, et est-ce qu'on est efficace? J'en suis pas vraiment sûre. Ouais, c'est ça. D'accord. J'avais une deuxième question vous concernant, Madame Boigeau. Donc, vous avez insisté sur la nécessité de l'accompagnement des stagiaires dans les entreprises. Est-ce que vous avez des retours concernant l'implication des tuteurs? C'est aussi très conséquent pour eux et parfois sur des professions qui ne sont pas forcément habituées à accompagner, à être dans des formes de pédagogie, on va dire. Est-ce que vous avez des retours par rapport à ces accompagnements? Alors, dès le départ, en fait, on avait identifié cet élément puisque l'AFPI, les UMM ont pas mal d'expérience, mais pas mal d'entreprises aussi. Donc, en fait, dès le départ, il y a une formation qui a été faite aux tuteurs. Et cette formation, elle va être renforcée avec un suivi. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les tuteurs, ils suivent très bien tous les aspects compétences et les aspects dans l'entreprise. Mhm. Ce qu'on prévoit sur l'Eden 2, on est en train de le mettre en place, hein. Donc, on ne sait pas encore comment on va faire, mais on le prévoit, c'est d'avoir un suivi individuel des demandeurs d'emploi, enfin des stagiaires. Pourquoi? D'accord. Parce que ça veut dire que dès qu'ils sont plus à France Travail, comme ils sont plus dans l'effectif de enfin, dans les fichiers de France Travail, ils sont plus suivis par France Travail. Mais ils gardent quand même leurs problématiques de familiales, Ouais, de freins personnelles, périphériques. Ouais. etc. Et comme ils sont depuis longtemps au chômage, ils ont enfin un nombre de, pas au travail plutôt, je voudrais dire, et ben, du coup, ils ont tendance, s'il y a le moindre problème, à arrêter de travailler, se mettre en arrêt de travail ou à même pas venir. Mhm. Donc, en fait, du coup, on est en train de travailler avec les organismes de formation, avec France Travail, pour proposer une situation de suivi des stagiaires et d'interface avec les tuteurs pour permettre aux tuteurs de résoudre ces choses dont ils n'ont pas l'habitude. Un salarié, il vient travailler. Mhm. Ouais, il y a une culture différente. Oui, une D'accord. culture différente. C'est des champs qu'il faut qu'on explore. Et puis pendant les stages aussi, de 3 mois, on a 2 jeunes qui ont été suivis par vos psychologues, euh, Claude, Oui. qui ont permis en fait et qui ont été accompagnés parce qu'ils avaient manifestement quelques soucis. Mhm. Les problématiques D'accord. sociétales sont toujours, effectivement, maintenant, c'est un élément de plus qu'il nous faut prendre en compte pour Ouais. accompagner la réussite. Complètement. D'accord. C'est sûr. Jean-Charles, Juste une toute petite intervention sur cette question du tuteur qui est très intéressante. Moi, ça m'a permis aussi d'impliquer une personne qui est dans l'entreprise depuis une dizaine d'années, qui est passé cadre. Et c'est encore une fois une gagnant-gagnant parce qu'il est dans la transmission d'expérience auprès de l'apprenti et en même temps, ça lui profite grandement. Moi, ça m'a donné l'opportunité aussi de développer des compétences, alors là pour le coup plus RH et d'encadrement d'un de mes techniciens extrêmement qualifiés. merci Jean-Charles. Madame Melin, vous aviez d'autres questions, je crois? Ouais, j'en avais une Non? dernière, mais très rapide, concernant les formations soft, donc elle s'adresse plutôt à Céleste. Est-ce qu'on est sur... j'avais l'impression que dans le terme soft, on entendait donc soft skills, mais aussi soft en termes de difficulté du parcours ou d'allègement de parcours, une formation pas forcément hyper impactante sur la situation de travail ou la situation personnelle de l'agent. Est-ce que je me trompe? Céleste. Céleste a dû nous Euh, quitter. a dû nous Céleste est quitter. Céleste Alors, est partie. je vais répondre à sa place, hein,
comme c'est nous qui assurons, Merci. donc nous dispensons ce. Non, non, le soft skill, c'est vraiment pour identifier des compétences autres que des compétences techniques. D'accord, Voilà. on est vraiment C'est des là-dessus. Ok. compétences en lien avec la posture, réellement, et permettre, je pense, hein, aux salariés de Bosch d'accompagner l'évolution forcée du site. Il faut savoir que Bosch, bon, c'est une multinationale, c'est un groupe de taille mondiale, et l'usine Bosch était spécialisée dans tout ce qui était injection pour les moteurs diesel. Alors, forcément, avec les moteurs électriques, ils ont pris un mur, quoi, hein. Mais c'était une entreprise, il y avait 1200 personnes. Alors, une entreprise de 1200 personnes, il faut trouver des solutions. Et là, donc, à l'horizon 2026, ils ont pour ambition d'être 500, mais 500 personnes qualifiées, réellement. Et c'est en cela que cette expérience, chez Bosch, elle est quand même euh, réellement exceptionnelle, quoi. C'est que chaque année, du chef d'équipe à l'employé sur une machine, au manager, souvent, ils suivent une formation courte, longue, mais il faut affronter les évolutions technologiques, il faut affronter le risque de perdre son emploi et donc de se retrouver sur le marché sans certification. Ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Et donc, et Bosch, dans sa politique de formation, met ce qu'il faut sur la table pour que chacun de ses salariés soit formé. C'est impressionnant. Et on trouve des finances. C'était ça aussi qui était intéressant pour les entreprises à savoir. D'accord. Il y a des Très financements bien. possibles. Ok. Je vous remercie. J'ai plus de Je vous en questions. prie. Merci. Marie, notre Marie, Kogan. Non, je le remercie. Oui, oui, bonjour. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. C'était extrêmement intéressant. Je suis très contente d'entendre tout ça. Et puis, je veux vraiment saluer, vraiment, je suis très impressionnée par ce que vous avez fait au travers d'Eden, dont on a entendu parler beaucoup, c'est vrai, toute cette année, et dont on a voulu comprendre. Alors, juste pour me présenter rapidement, je suis manager de la filière ingénierie-industrie pour Expectra Montpellier. Donc, on fait du recrutement de profils spécialisés, techniques et plutôt cadres. Cadres sur lesquels aussi on rencontre bien sûr des difficultés de pénurie, etc. Donc c'est vrai que cette expérience Eden inspirante fait qu'on a envie du coup d'aider à notre niveau et de trouver des solutions sur le périmètre, peut-être aussi pour des niveaux de poste un petit peu différents que ceux que vous avez cités. Voilà, je pense notamment au bureau d'études, à ce genre de, oui, de métiers qui sont aussi très fortement en tension et qui nécessiteraient de monter des projets de ce type, à mon avis. En tout cas, c'est très inspirant. J'avais juste une question assez terre à terre, hein, je dois le dire, au sujet d'Eden. C'est finalement le taux de transformation finale. Voilà, combien de personnes, donc première, si je ne me trompe pas, 24 personnes sur la première ou 20 personnes sur la première, Oui. sur le Eden 1. Combien de personnes au final ont intégré de manière durable les sociétés, parce que finalement, c'est vers ça qu'on doit aller. C'est ça. C'est ça. Et donc ça c'est intéressant aussi de savoir, au-delà de la période de formation, voilà, le taux final de transformation, peut-être en CDI, quoi, pour le coup. Alors, sur Eden 1, au départ, il y avait 24 personnes qui ont intégré le jour 1 la formation, et au bout de 3-4 jours, 2 ou 3 personnes qui avaient une problématique non résolue ont souhaité arrêter. Ça, c'était le côté un petit peu bien fait d'Eden. On va dire, ça avait l'avantage d'être un message extrêmement clair. On savait là où on allait. C'était pour intégrer un métier d'industrie. On ne sait pas lequel, mais on doit se projeter dans l'industrie. Et donc, ceux qui ne se projetaient pas dans l'industrie, on l'a très vite identifié. On l'a discuté et ça s'est arrêté. Donc, au bout de la POE, 21 sont arrivés au bout des 3 mois de préparation, 19 contrats signés. Voilà, D'accord. 19 contrats de pro. Actuellement, ils sont 18 et ça se D'accord. finit en mars 2025. D'accord, donc c'est pas Voilà. encore tout à fait fini C'est pour. pas tout à fait, mais Eden, c'est aussi préserver les compétences sur le territoire. Donc, l'entreprise qui ne pourrait pas à l'instant T, malheureusement, garder son employé, autant chez Watitude, je ne m'inquiète pas, dans d'autres entreprises, c'est un petit peu plus problématique, mais cette compétence, elle sera disponible sur le territoire. Voilà, Voilà, c'est ce c'est aussi un pari, quoi. On se dit, que les métiers en tension, ça ne disparaît pas. Là, maintenant, ça fait 20 tout ans à fait. que c'est en tension, donc c'est pas en 2025 que ça va s'arrêter, quoi. Donc, C'est là que je trouve il est intéressant aussi préparé.
C'est là que je trouve aussi ça. intéressant la démarche, c'est qu'effectivement, avec le club Industrie RH, ce que je comprends, c'est aussi que même ce travail de collectif, la compétence est formée sur le territoire. C'est ça. Il y a cette espèce de peut-être non-concurrence Ça. tacite, quoi, hein, inter-société, qui fait que ça fait du sens. Et ça, j'en parle à haute voix volontairement pour aussi le pôle Derby, voilà, parce qu'on parle on parle de projet quand même aussi sur le Montpellier. Ça va être hyper important d'avoir cette espèce d'accord tacite intersociété pour essayer, pour arriver à monter quelque chose, quoi. Ok, merci. Merci. Je vous en prie, Marie. Camille, je vous laisse reprendre la main. Ouais, bah, si pas d'autres questions, je vais clôturer ce webinaire. Je vous remercie à tous pour vos interventions. C'était vraiment très intéressant et très varié. Et effectivement, on voit qu'il y a des solutions qui existent sur le territoire et que quand elles n'existent pas, on a les acteurs qui peuvent proposer des choses. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Mais le but, c'était aussi de faire connaître ce qui se passe parce que finalement, on entend beaucoup de choses, mais on n'est pas forcément à même d'identifier les acteurs et les projets. Donc, vraiment, merci à tous pour votre présence et votre intervention. Merci beaucoup. Bonne fin de Merci. matinée. Bon week-end à tous. Merci à tous. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.